Yo, c'est Noémie, aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de janvier. Comme d'habitude, on va commencer par les statistiques. Qui sont là. Alors, j'ai commencé l'année avec 210 livres dans ma pile à lire. J'en ai lu 9. Il y en a 2 que j'ai supprimés et il y en a 3 que j'ai ajoutés. Au total, je me retrouve avec 202 livres dans ma pile à lire à la fin du mois de janvier, donc pour démarrer le mois de février. Et le premier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Seven Faceless Saints de M.K. Lobb, que j'ai commencé en décembre en réalité. Mais étant donné que je l'ai terminé en janvier, j'ai préféré vous l'intégrer à mon wrap-up du mois de janvier. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui a des pouvoirs et d'un jeune homme qui était son meilleur ami quand ils ont grandi ensemble. Il était son meilleur ami et ils sont même devenus un peu plus que ça à une étape de leur vie, jusqu'au jour où lui a été envoyé au front et où son père à elle a été exécuté par son père à lui pour désertion. Du coup, quand il revient après plusieurs années, ils ont quasiment plus rien en commun et surtout elle lui en veut beaucoup parce qu'elle pense que lui aurait pu éviter au moins l'humiliation et elle est pas sûre que son père ait réellement déserté. Et on va avoir une série de meurtres dans la cité, de meurtres assez liés à l'ésotérisme, à la religion. Le livre s'appelle Seven Faceless Saints, donc on a une grosse part de religion dans cette histoire. On a une rébellion aussi, puisqu'une partie du peuple est vraiment considérée comme une sous-espèce par les hautes sphères. Donc on va avoir un petit peu cette histoire de complot politique. On est sur une fantasy, high fantasy, epic fantasy, avec une... je vais pas dire une romance sous-jacente, mais on sait qu'il y a un passé entre nos deux personnages principaux qui vont réapprendre à se connaître un petit peu. Et l'ambiance est assez sinistre. Je l'ai beaucoup aimé, du coup j'ai beaucoup aimé cette atmosphère assez sombre et le cadre inspiré par l'Italie. Je trouve que les personnages ont pas mal de potentiel, mais qu'il n'est pas assez exploité, en tout cas pas assez dans ce tome 1. J'ai apprécié le style de l'autrice et l'histoire a réussi à me capter, à m'emporter. Du coup j'ai hâte de lire la suite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une duologie qui a été traduite chez De Saxus et qui du coup est disponible en français si vous avez envie de la lire. C'était plutôt chouette, j'en attendais pas grand chose parce que j'en avais pas énormément entendu parler et j'ai passé un chouette moment. Par contre, je pense qu'il va falloir que je lise la suite très rapidement parce que sinon je risque d'oublier pas mal de choses. Malheureusement, l'édition que j'ai, c'est une édition Fairy Loot et je n'aurai jamais le tome 2 dans la même édition, donc je ne pense pas que je vais le garder. Je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Les Enquêtes d'Hercule Poirot, le tome 3 de la série Hercule Poirot d'Agatha Christie. Il était dans ma palle des cartes pour un livre de poche, il me semble. C'est le tome 3 de la série Hercule Poirot dans la série dans laquelle on va faire la rencontre de ce fameux détective belge qui vit à Londres et qui résout des crimes, des délits pour aider la police ou bien sur demande des victimes ou des familles des victimes. J'adore ce personnage très irrévérencieux, très brut de décoffrage, drôle malgré lui et extrêmement intelligent, très observateur. J'ai pas été hyper emballée par ce tome 3 parce qu'en réalité il s'agit d'une succession de nouvelles et je crois qu'il y en a plus d'une dizaine dans un très très court livre. On est à 220 pages et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 nouvelles. Alors c'était rigolo parce que du coup les enquêtes d'Hercule Poirot je les connais toutes par cœur, donc rien qu'avec le titre je suis capable de déterminer immédiatement qui est le coupable, qui est la victime, pourquoi, comment, etc. Parce que j'ai vu un nombre incalculable de fois tous les épisodes de la série et ils sont adaptés de manière extrêmement fidèle. Donc ça c'est plutôt très très cool. Et David Suchet est absolument phénoménal. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ces histoires, lisez les Hercule Poirot, regardez la série avec David Suchet. C'est un vrai bon moment de détente, facile. Et voilà, on se demande toujours comment l'autrice réussit
à nous créer des histoires pareilles. J'avoue que, étant donné qu'on est sur un format nouvelle, donc avec parfois, genre, quasiment, je vais pas dire 3 pages, mais moins d'une dizaine de pages pour chaque nouvelle, ben parfois la logique en pâtit un petit peu. On a quasiment aucun élément pour déterminer qui est le meurtrier, et on se demande même si c'est pas juste du pif en fait quand Hercule Poirot réussit à trouver qui est l'assassin ou le voleur ou le kidnappeur, bref. Donc voilà, le format nouvelle comme dit me plaît moins. Je préfère largement les versions romans, même s'ils sont eux aussi très courts. Ça laisse plus de temps à l'intrigue pour se dérouler et ça nous laisse plus de temps en tant que lecteur pour essayer de rassembler un maximum d'indices pour trouver, quand on ne le connaît pas déjà, le coupable. Je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Un royaume de chair et de feu de Jennifer Ellerman Trout. C'est le tome 2 de la série Le sang et la cendre. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Poppy, qui est la pucelle qui a été élevée toute sa vie dans un seul but, servir les dieux. Elle ne peut pas être touchée, elle ne peut pas discuter avec les gens, elle ne peut avoir aucun échange verbal, physique, même un contact visuel, ça lui est interdit. Donc elle a systématiquement un voile sur la tête en fait. Et au début du tome 1, elle va faire la... Alors elle commence à en avoir un peu marre d'être la pucelle et d'être un peu enfermée dans cette cage, métaphorique, mais une cage quand même. Du coup, elle se rebelle. Elle a un soldat assez haut placé dans la hiérarchie qui la prend un peu sous son aile et puis qui va l'entraîner, l'aider à se battre pour qu'elle puisse se défendre. Et elle va faire la rencontre de son nouveau garde du corps, qui s'appelle Hawk, si je dis pas de bêtises. Et évidemment, il y a une relation qui va naître entre eux. On est dans un univers où il y a des vampires. D'ailleurs, c'était la thématique pour ma palle des cartes. Mais pas les vampires glamour à la Twilight. Les vampires, vraiment créatures monstrueuses, un peu plus à la Nosferatu. Donc voilà, j'ai adoré ce deuxième tome, et pourtant j'avais très peur. J'avais lu un récap très précis du tome 1 parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais oubliées, notamment au niveau fonctionnement de la magie, fonctionnement du monde. On a beaucoup de scènes de sexe dans ce tome 2, donc prudence si c'est pas votre truc. On est clairement sur de l'adulte, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais les deux précédents aussi. Seven Faceless Saints, notamment à cause des descriptions un peu beaucoup cracra des cadavres qu'on va récolter au fur et à mesure de l'histoire. Et là, clairement, on est sur une vulgarité, enfin une vulgarité, non pas une vulgarité, mais on est sur de la crudité, que ce soit en termes de sexe, du coup, ou bien de scènes de bataille et de gore. Donc prudence si vous êtes sensible à ces sujets. On a un manque de communication entre les deux personnages qui m'a pas mal agacée. Et il y a quand même certains personnages secondaires qui m'énervent un peu. L'atmosphère est géniale. Le style de l'autrice a rien de particulièrement extraordinaire. Je trouve qu'il est même un peu trop répétitif. Mais c'est addictif. Il fait je ne sais pas combien de pages, mais il est énorme. C'est une brique et pourtant... c'est un page turner, vraiment, il fait 764 pages et ça se lit à une vitesse phénoménale. C'est vraiment addictif. Il y a quelques petits points de logique qui m'ont dérangé, mais j'ai très hâte de lire la suite et ça m'inquiète un petit peu en même temps parce que il y a une autre série spin-off, mais en même temps il faut les lire dans un certain ordre, donc ça m'agace un peu, je vous avoue. Je pense que le plus simple, si le tome 3, je sais plus si c'est une trilogie, une tétralogie, se conclut d'une manière qui me convient, je pense que je m'arrêterai là parce que même si les personnages et l'univers me plaisent, j'aurai au moins eu l'histoire complète. Je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Fable de Adrienne Young. Il était dans ma palle des cartes pour un titre en un seul mot. Et j'ai enchaîné avec Namesake, le tome 2, donc le dernier tome de la duologie. Du coup, je vais vous parler des deux romans en même temps. Alors, Fable, il était dans ma pile à lire depuis un long moment. Il fait partie des 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Donc, s'autodétruire, non, parce que je l'ai lu, mais il va pas rester quand même dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Dans cette histoire, on fait la rencontre de Fable, qui a été abandonné par son père sur une île il y a longtemps, il y a... j'aurais tendance à dire 4 ans, mais je me demande si c'était pas il y a encore plus longtemps que ça, peut-être 14 ans. J'ai le chiffre 4 en tête, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et elle a un talent particulier pour dénicher des pierres précieuses.
ce qui va lui permettre de s'échapper de cette île pour retrouver son père. Elle vit dans une misère terrible et elle est menacée quotidiennement par d'autres pêcheurs, on va dire, qui tentent de lui voler son butin. Et elle va réussir à s'enfuir sur un bateau, le bateau du jeune homme avec qui elle fait ses échanges. C'est lui qui lui achète ses pierres précieuses contre de l'argent, tout simplement. Il lui achète contre rien, du coup il lui achète tout court. Et elle ensuite, elle peut utiliser cet argent pour se nourrir, etc. Et son objectif, c'est de retrouver son père pour prendre sa place légitime dans l'équipage de son père. On est sur une ambiance très Pirates des Caraïbes, avec son père qui est un peu le roi des pirates, entre guillemets, plus ou moins. Je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus. Sa mère est décédée dans un naufrage il y a plusieurs années. On a un petit peu de magie dans cet univers. On est sur une fantaisie, c'est un monde totalement inventé. Mais en vrai, ça pourrait très bien être un récit historique de pirates, sans le côté magique. Il n'y aurait pas franchement une grosse différence. Malheureusement, je me suis pas vraiment attachée au personnage. En fait, je trouve qu'il y a un gros manque de crédibilité entre Fable et West dans leur relation, parce que on nous dit dès le départ que... Enfin, on nous dit dès le départ. On nous explique, on nous montre... non, on nous dit, pas on nous montre. On nous dit que c'est avec lui que Fable échange ces pierres-là. Et du coup, ça fait des années, en fait, qu'ils se connaissent. Ça fait vraisemblablement des années qu'ils sont attirés l'un par l'autre et qu'il y a des sentiments qui grandissent chacun de leur côté. Mais c'est pas possible qu'on y croit en fait. On est balancé tout de suite dans cette histoire. Les personnages ont déjà un historique que nous on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu. L'autrice se contente de nous le dire. Et du coup pour moi c'était pas crédible. Je n'ai pas cru à leur relation. L'ensemble, le concept, l'histoire, c'est plutôt bon, mais j'ai eu pas mal de mal à visualiser les décors. Je pense que l'aspect mer, océan, île, tout ça, à quelques rares exceptions près, à mon avis, ça doit juste pas être ma came. Concrètement, ce qui m'a le plus, je vais pas dire intéressé, mais ce que j'ai le mieux aimé dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle je l'ai lu, parce que c'était très très rapide. Et la toute fin m'a quand même donné envie d'entamer la suite dans la foulée, direct, en me disant si je ne le lis pas maintenant, je ne le lirai jamais. D'autant que je ne l'avais pas dans ma pile à lire, donc je l'ai lu en audio via Nextory, en anglais aussi, mais il a été traduit en français, y compris les 2 ou 3 spin-offs chez Rajo, je crois. Donc si jamais c'est un style d'histoire qui vous intéresse, vous pouvez le trouver facilement en français. Et du coup, je vais garder celui-ci... Non, je vais pas le garder, je vais le reposer. Je lui ai mis 3 étoiles. Et dans Namesake, du coup, j'ai un peu plus apprécié l'atmosphère et les décors. Ce que j'ai adoré dans cette duologie, particulièrement dans le deuxième, je trouve qu'on est un peu plus encore dans ce type de scène qui s'enchaîne du coup. C'est que Fable plonge pour récupérer donc les pierres et elle fait ça en apnée. Et à plusieurs reprises, je me suis surprise moi-même à retenir mon souffle. Le temps que... Enfin, le temps. Non, pas le temps, parce que c'était très long. Hein. Mais de temps en temps, je me suis rendu compte que je retenais ma respiration pendant que Fable était sous l'eau. Donc le côté immersif était plutôt sympa. Malheureusement, le côté crédibilité des relations entre les personnages ne s'est pas amélioré. Et puis surtout, j'ai préféré l'histoire globale du tome 1 à celle du tome 2, j'étais pas forcément intéressée et je trouve que la fin est pas particulièrement satisfaisante. J'ai largement préféré le roman adulte que j'ai lu de l'autrice Spells for Forgetting qui était incroyable. Donc voilà, faites de mon avis ce que vous voulez, j'ai mis 3 étoiles aussi à Namesake. Je pense qu'à l'avenir je me pencherai plus sur ce qu'elle écrit pour les adultes que pour les jeunes adultes. Ensuite, j'ai lu Le Lys de Feu, le tome 1, La prophétesse de Jacqueline Benson, mais je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce qu'il faisait partie des 3 lectures que j'ai faites pour le Buzzword du mois de janvier, donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la barre d'infos. Tout comme je ne vous parlerai pas non plus de Les mensonges de Locke Lamora, le tome 1 des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, pour la même raison. Et tout comme je ne vous parlerai pas non plus de A Court This Cruel and Lovely, le tome 1 de la série Kingdom of Lies, de Stacia Stark, je triche un peu, toujours pour les mêmes raisons. Voilà, c'est les 3 lectures que j'ai faites dans le cadre du Buzzword en janvier, donc je vous invite à regarder
cette vidéo-là si vous voulez avoir mon avis sur ces 3 lectures. J'ai fait une petite pause dans ma... pile des cartes, oui, et puis surtout dans mes lectures un peu... J'ai lu 2 bandes dessinées en janvier, dont je voudrais vous parler parce que une de ces 2 BD, c'est ma lecture préférée du mois de janvier. C'est mon premier coup de cœur de l'année. Et je vais commencer par celle-ci, puisque c'est celle-ci que j'ai lue en premier. Ça s'appelle Minuit passé. C'est écrit par Gaëlle Guenillet, et j'avais déjà lu une BD de cette autrice. J'avais lu Le Jardin Paris, que j'avais déjà beaucoup aimé. Mais alors, Minuit passé, coup de cœur. 5 étoiles, donc, comme vous devez vous en douter. Dans cette histoire, on va faire la rencontre... Alors, ça se passe dans les années 50, à Londres. Et donc, on va faire la rencontre d'un père et son fils, son jeune garçon qui doit avoir 7 ans à peu près. Et ce père a 3 sœurs. Et à une époque, quand lui était tout petit, ils ont vécu dans un manoir à Londres pendant un été, je crois, et ça l'a beaucoup marqué. Mais c'était un enfant très discret qui disait quasiment pas un mot. Et il a commencé à s'épanouir à son retour de ce manoir en Angleterre. À l'âge adulte, et donc avec son fils, ses sœurs ont accepté de lui laisser le manoir pour qu'il puisse s'y installer avec sa famille, donc avec son fils et sa femme. Sa femme qu'on voit jamais dans l'histoire puisqu'elle travaille ailleurs. Je ne sais pas où, mais elle existe, elle est toujours en vie. D'ailleurs, ils échangent plusieurs fois par téléphone, mais on ne la voit pas dans l'histoire. Donc, le père et son fils arrivent dans ce manoir que le père connaît déjà pour y vivre, s'y installer. Il y a quelque chose d'un peu étrange dans ce manoir. Le papa est victime d'insomnie. Et au-delà de minuit, donc minuit passé, il y a des choses étranges qui commencent à arriver dans cette maison. Il y a des corneilles, 3, elles sont 3, qui viennent déposer des fleurs sur le père pendant qu'il dort ou pendant qu'il comate un peu, parce que comme dit, il a énormément de mal à dormir. Et puis on va avoir une partie de l'histoire avec donc son passé, donc le père quand il était enfant, et on va découvrir un peu comment il a vécu cet été-là dans cette maison. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup aimé Le Jardin Paris déjà à l'époque où je l'avais lu. D'ailleurs, Minuit passé a remporté un prix à Angoulême. Je ne sais plus quel prix, mais il a remporté un prix à Angoulême. Et Minuit passé se déroule dans le même univers que Le Jardin Paris. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu Le Jardin Paris pour lire Minuit passé. Par contre, ce sont 2 histoires totalement indépendantes. Mais le personnage principal du Jardin Paris est mentionné à un moment donné dans Minuit passé. Mais c'est juste une mention de personnage et c'est tout. Ça va pas plus loin. Vous n'êtes pas obligé de lire l'un pour lire l'autre, et vous pouvez lire les deux dans n'importe quel ordre. Le style est absolument merveilleux, que ce soit dans les dessins ou dans le texte. L'histoire est magnifique, même si j'ai compris assez facilement ce qui se passait, ce que c'était le côté un peu bizarre comme ça, c'était assez évident, mais j'ai quand même adoré. Je pense que je vais essayer de me procurer la première BD que l'autrice a faite, qui s'appelle Les Fleurs de Grand Frère, quelque chose comme ça. Qui a l'air aussi magnifique. Et je suis pas sûre par contre que ça se passe dans le même univers, quoique, vu que les fleurs ont une incidence dans Minuit passé, peut-être, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment de lire cette BD si vous lisez des graphiques, parce qu'elle était incroyable, sublime. Et la deuxième bande dessinée dont je vais vous parler, c'est l'adaptation du roman D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Et du coup, j'ai noté Flore Vesco en autrice, mais je n'ai pas pensé à noter illustratrice. Mayalène Gouste. Voilà, pour mettre un petit peu en avant aussi l'illustratrice. J'ai découvert D'or et d'oreiller quand il est sorti l'année... Alors pas l'année de sa sortie, mais l'année qui a suivi, parce qu'il faisait partie des finalistes, peut-être, du PLIB à cette époque-là. Et j'avais déjà beaucoup aimé ma lecture. On est sur une réécriture du conte La princesse au petit pois, mais une version assez sensuelle, plus pour jeunes adultes. Je dirais même pas ados. D'avoir lu la BD m'a fait me souvenir de certains éléments du roman, parce le roman est très très bien adapté, que ce soit en termes des dessins qui collent parfaitement au texte, au côté poétique de l'écriture de Flore Vesco. Je le mettrais vraiment pas entre toutes les mains. Donc, jeune adulte minimum, voire adulte. On va avoir une jeune fille qui est bonne, comment on dit ça, c'est la suivante, la servante, de
3 sœurs, un peu à la Cendrillon, si vous voulez, sauf que elle est vraiment servante, hein, c'était pas la fille, voilà. Mais donc il y a la mère de famille, ses 3 filles et la servante qui s'appelle Samira, je crois, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et il y a un comte, un duc, un baron, je ne sais plus, qui vit dans une grande maison et il est à la recherche d'une épouse, mais la rumeur circule que apparemment c'est très bizarre. Il interdit à ces jeunes filles d'avoir des chaperons et il leur demande de passer une nuit dans sa maison. Il les met à l'épreuve et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à trouver sa femme. La mère de famille, qui a de la suite dans les idées, décide d'emmener ses filles dans ce château et elle repart, elle les laisse toutes les 3 avec quand même la servante, puisque la servante a le même âge et donc pourrait potentiellement devenir l'épouse de cet homme. Et donc toutes les nuits, pendant 3 nuits successives, les sœurs vont dormir dans une chambre en particulier et vont passer une bonne nuit, une mauvaise nuit, voilà. Jusqu'au jour où les 3, elles en ont ras-le-bol, elles s'en vont parce que aucune des 3 n'a été choisie, évidemment, vous vous doutez bien de comment l'histoire va tourner. Et puis donc la fameuse servante revient sur les lieux pour, à son tour, subir cette épreuve. C'est très... Je trouve que c'est très La Princesse au petit pois, mais avec une ambiance à la Barbe Bleue presque, dans le côté horrifique, poétique, sanglant parfois et intelligent. Les couleurs sont absolument incroyables. Le dessin était pas forcément tout à fait à mon goût, mais je l'ai quand même trouvé plutôt beau et c'était un vrai plaisir de redécouvrir cette histoire. Donc si la thématique, le pitch que je vous en ai fait vous tente et que vous n'avez pas forcément envie de lire le roman, peut-être tenter la bande dessinée parce que c'était vraiment très chouette. Et je lui ai mis 4 étoiles. J'avais besoin d'une lecture audio pour m'accompagner sur mes trajets au boulot et à la salle de sport. Et j'ai tellement aimé le tome 1 d'Ulysse de Feu que j'ai enchaîné avec le tome 2, La Houle écarlate. Non, éclatante. J'arrête pas de dire La Houle écarlate, c'est La Houle éclatante. Alors ça va être compliqué de vous donner un pitch sans vous spoiler le tome 1, mais globalement, on suit toujours... j'ai dit que je ne vous parlerai pas du tome 1 et finalement je vais quand même vous en parler. Du coup, on suit toujours... Oh purée. Moi et les noms des personnages. Lily, qui a le pouvoir de voir l'avenir à travers des visions qu'elle ne contrôle pas. Ça se passe à Londres en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, qui devrait, je pense, vu comment se termine le récit, arriver dans le tome 3. On le sait dès le départ que la guerre va arriver. Et elle apprend à maîtriser ses pouvoirs en compagnie d'autres jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, d'autres personnes qui ont elles aussi des pouvoirs. Donc on est sur un récit historique, paranormal, je dirais pas forcément fantastique, enfin, dans le sens propre du terme, c'est du fantastique. Mais le seul élément de magie, c'est vraiment ça. C'est vraiment qu'ils ont des pouvoirs. Et je trouve que leur pouvoir, c'est pas genre... C'est pas lancer des boules de feu, par exemple. C'est vraiment... Ça pourrait presque passer pour une hypersensibilité à certaines choses. Tellement leurs pouvoirs sont subtils et complexes. Donc je dirais pas vraiment que c'est du fantastique. Pour moi, c'est de l'historique paranormal. J'ai adoré. Alors j'ai un peu moins aimé que le tome 1. Je lui ai mis 4 étoiles. On a un personnage important, on va dire ça, qui va disparaître dans ce tome 2. Et je n'ai pas été touchée par la disparition de ce personnage parce que c'était un des personnages que j'aimais le moins en fait dès le début, depuis le tome 1. Donc ça m'a pas particulièrement touchée, même si concrètement la scène est plutôt émouvante. J'ai été un peu déçue du coup. Je m'attendais à ce que ce personnage meure en vrai, mais pas comme ça, pas aussitôt. J'aurais bien aimé qu'il y ait encore un peu d'interaction entre ce personnage et les autres, parce que je pense que j'aurais pu finir par l'apprécier. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de l'apprécier. Dans le tome 1, ils doivent empêcher la mort d'un de leurs amis, enfin d'une de ses amies à elle surtout. Là, dans le tome 2, ils doivent empêcher une explosion qui va raser tout Londres. Ben, j'étais un peu moins intéressée. Je pense que c'est le côté un peu moins personnel. Alors même si, évidemment, l'explosion va raser tout Londres, donc tout le monde va mourir. Mais on était sur une situation
au niveau urgence, au niveau frénésie presque de l'écriture de l'autrice, c'était un peu plus important dans ce tome 2. Et pourtant, j'ai été moins intéressée par l'histoire du tome 2. Pas par l'histoire en général, parce que l'histoire générale, le fil rouge dans les 4 tomes me plaît vraiment énormément. Mais l'histoire particulière du tome 2 m'a un petit peu moins plu. Il n'empêche que j'ai très hâte de lire la suite et de terminer cette série cette année, parce que clairement, lisez-la. Lisez-la, c'est vraiment très chouette. Ensuite, j'ai lu La fille aux éclats d'os, le tome 1 de la série L'Empire d'écume de Andrea Stewart. Alors, je l'ai commencé le 8 janvier et je l'ai terminé le 30 janvier parce que c'est du papier Bible. Alors, on dirait pas comme ça, hein, mais il fait plus de 500 pages. 600 pages même. Et c'était extrêmement lent. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs points de vue. Je crois qu'on suit 4 personnages très exactement. La fille de l'empereur, un mercenaire, non, pas un mercenaire, comment il s'appelle ça? Contrebandier. J'ai réussi à retrouver le mot que je cherchais. Donc on va suivre la fille de l'empereur, un contrebandier, la fille d'un gouverneur d'une des îles, parce qu'on est sur un univers avec plusieurs îles, et une jeune femme dont on ne sait pas trop qui elle est, mais qui est sur une autre île. Évidemment, au bout d'un moment, on va se rendre compte que ces 4 personnages sont liés. On va également se rendre compte que ces 4 personnages ne sont peut-être pas réellement qui on nous a dit qu'ils étaient depuis le début. D'ailleurs, c'est un des points forts de l'histoire, je trouve, le côté identité secrète, masquée, dissimulée peut-être même à eux-mêmes des personnages. Et donc on va évoluer un petit peu dans cet univers fantasy inspiré par l'Asie, avec une magie liée aux os. L'empereur récupère des éclats d'os au niveau derrière l'oreille, en fait, de tous ces sujets arrivés à un certain âge, et il grave des ordres qu'il utilise pour donner vie à des créatures formées de morceaux d'animaux et d'êtres humains. Voilà. Donc ces créatures deviennent un peu ses espions, ses serviteurs, etc. Et même ses gouverneurs, enfin pas ses gouverneurs, mais ses ministres. Et donc on a plusieurs îles qui sont chacune gérées par des gouverneurs et qui doivent allégeance à l'Empire, à l'île impériale. Mais la puissance impériale décline et on a donc la fille de l'empereur qui aimerait hériter du pouvoir et de la position de son père. Mais elle n'est pas toute seule dans la course. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Malheureusement, cette histoire n'a pas bien marché avec moi. C'est dommage. En vrai, j'ai trouvé que tout, que ce soit l'histoire, les personnages, le style, c'était ok sans plus. Voilà, ok, ouais, ok, bon. Les personnages sont bien construits et j'ai apprécié la diversité, mais je me suis pas attachée à qui que ce soit. Je trouve qu'ils sont même plutôt antipathiques parfois et ce sont des personnages qui clairement ne sont pas manichéens. Je trouve que leurs motivations, à chacun d'entre eux, sont toutes plus égoïstes les unes que les autres. Le seul élément vraiment sympa dans cette histoire pour moi, c'est Méphi, qui est un animal, une créature, un familier, qui accompagne le contrebandier qui s'appelle Jovis, je crois, dans cette histoire. Donc c'est un genre de gros chat, tigre peut-être, avec les pattes palmées et des cornes. Donc assez mystérieux et qui parle. Ça, j'ai adoré. Mais à part ça, malheureusement, il n'y a rien dans cette histoire qui m'a donné envie d'aller plus loin et de lire la suite. Donc je vais me séparer de ce tome 1 et des tomes 2 et 3 qui étaient eux aussi dans ma pile à lire. Donc voilà, les deux petits dont je vous ai parlé au début, je vous ai dit que j'en avais enlevé 2, bah c'est ces deux-là. Donc je suis embêtée parce que j'aurais aimé l'aimer, logique, mais en même temps ça me fait un peu de place dans ma pile à lire. Je lui ai mis 3 étoiles. Et on était le 30, donc il ne restait qu'un jour au mois de janvier, mais je voulais quand même lire quelque chose. Du coup, j'ai terminé le mois avec Le goût des fraises, le tome 2 de Hirono, et c'était trop chou. Oh, je suis contente d'avoir fait ça. Je lui ai mis 4 étoiles. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Sarah qui, suite à un accident de son grand-père, qui se retrouve à l'hôpital avec, je crois, la jambe cassée ou quelque chose comme ça, va prendre sur elle d'aider dans sa plantation de fraises pour que les cultures ne se perdent pas, tout simplement. Alors, elle n'y connaît rien aux fraises, mais heureusement,
On a Minori, qui est le fils de l'exploitation voisine, qui déjà donnait un petit coup de main au grand-père de Sarah, qui va venir l'aider, lui apprendre tout ce qu'il sait sur les fraises, etc. On a une grosse différence d'âge entre eux, je me demande si on n'a pas plus de 10 ans entre eux, mais ils sont tous les deux majeurs. Je crois que Sarah est à la fac, quelque chose comme ça. Et on va avoir du coup une romance, des sentiments qui vont commencer à naître entre eux. Les personnages sont juste adorables et j'ai trop hâte de lire le tome 3 et le tome 4 qui sera le dernier. C'est plutôt cool, c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans cette série, c'est parce que je savais qu'elle serait courte. Je me retiens très fort de lire tout de suite le tome 3 et le tome 4, mais je me dis que si je me retrouve de nouveau dans la même situation, avec seulement 1 jour ou 2 jours à la fin du mois, et où j'ai pas envie de commencer un pavé, c'est une bonne alternative. Et puis surtout, c'était tellement adorable que voilà, ça me fait une bonne pause avant de repartir sur un mois de lecture bien costaud. On a des mini-épisodes entre chaque chapitre, avec soit une scène coupée d'un autre chapitre, ou bien un mini-épisode sur des personnages secondaires. Je trouve que ça coupe un peu le rythme du récit. C'est pas forcément indispensable, mais c'est sympa de découvrir un peu ce qui se passe autour, à l'extérieur de cette relation incroyable qu'ils ont tous les deux. Donc voilà, je suis contente. C'était très chouette. Et voilà, mon wrap-up pour le mois de janvier. Il est 17h30, vous êtes censé voir cette vidéo dans 1h30. Je sais plus si je poste à 19h ou 20h. Peut-être 20h. J'avais peut-être mis 20h parce que la première de l'année, j'avais du retard déjà. Donc peut-être 20h. J'ai peut-être 2h30 pour vous la monter. J'espère que ça va aller parce que là, je suis à 40 minutes, 41 minutes même déjà de tournage. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Dans les commentaires, si vous êtes passé par ici, que vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une fraise. Pour le goût des fraises. Et puis, je vous laisse me partager vos avis si vous avez lu certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu spéciale. Ciao!